Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre que j'ai découverte récemment et que j'aime beaucoup, qui s'est classée tout de suite parmi mon top lecture ever. On va parler de The Girl Next Door ou Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Avant toute chose, avertissement de contenu. Cet épisode aborde des violences extrêmes, des sévices physiques et psychologiques infligés à une mineure, des dynamiques d'emprise et de groupe, ainsi que des thèmes liés à des crimes réels. Je n'entrerai dans aucun détail graphique ni sexuel et je m'en tiendrai à une approche littéraire, éthique et contextualisée. Si ces sujets te mettent en difficulté, protège-toi, fais une pause, saute les passages ou reviens quand tu te sentiras prêt. On s'attaque aujourd'hui à un roman qui, pour beaucoup de lecteurs d'horreur, marque un avant et un après. The Girl Next Door de Jack Ketchum, publié en 1989. C'est un livre bref, sec, écrit comme on supprime l'air entre les mots, et qui s'appuie sur une réalité atroce. Ketchum n'a pas inventé le noyau de l'horreur. Il le fictionnalise à partir d'un crime commis aux États-Unis au milieu des années 1960. Je vais nommer ce parallèle parce qu'il est au cœur de l'épisode, mais en respectant des bornes claires. Rappeler les faits de façon sobre et les replacer au service d'une lecture du roman, pas au service d'un voyeurisme. Ketchum a choisi une voie rétrospective. Avec notre personnage principal, David, devenu adulte, raconte un été de son enfance dans une banlieue apparemment anodine. Cette distance temporelle est essentielle. Elle inscrit le récit dans un regret et une culpabilité qui immergent chaque page. David n'est pas un enquêteur. C'est un témoin qui a laissé passer quelque chose d'irréversible. La prose est simple, sans lyrisme presque documentaire. Ketchum sait que la matière brûle. Il s'interdit l'emphase. Il donne un enfant, une maison, une voisine, ici Meg, et autour d'elle, un groupe d'adolescents et d'enfants aspirés par les ordres d'une adulte charismatique et instable, Ruth. Tout est écrit à hauteur de trottoir. Parties de flipper, canettes, insectes, chaleur, puis, par petites touches, les règles se déplacent, l'autorité se tord, le sous-sol devient un lieu dont on ne dit pas tout, mais où tout s'enfonce. Le roman s'inspire d'un fait divers réel survenu en 1965, impliquant une adolescente confiée à une gardienne et soumise pendant des semaines à des violences de groupe, dans un contexte de défaillance d'adultes et de bystander effect, qu'on peut traduire par l'effet témoin. Ce que la critique a noté, c'est la manière dont Ketchum transmute ce matériau. Il ne reconstruit pas le dossier, il construit une conscience. Son but n'est pas de dresser l'inventaire des actes. Le livre ne serait alors qu'un true crime romancé. Mais il cartographie comment une communauté ordinaire fabrique l'horreur, par rumeur, par blague qui dérape, par jeu, juste pour rire, par consentement minuscule accumulé, par la tentation d'obéir, par l'ivresse d'appartenir au groupe. C'est cette mécanique qui relie la fiction à l'affaire réelle, pas l'alignement de faits. 3 choix d'écriture permettent à Ketchum d'atteindre une intensité rare tout en se tenant pour l'essentiel hors de la description crue. La focalisation. Tout se passe par David. Le lecteur voit et ne voit pas selon ce qu'un enfant peut ou veut bien dire. Cette restriction fait donc naître un hors-champ puissant. Souvent, la phrase s'arrête avant l'irreprésentable. On comprend sans qu'on nous force à regarder. Le rythme. Ketchum avance par gradation. La première transgression arrive camouflée par un ton de plaisanterie. Puis la suivante paraît logique dans le cadre imposé par Ruth. Puis l'ensemble devient un rituel. Le roman montre comment on bascule sans jamais employer le grand soir de la sauvagerie. C'est la banalité qui gagne. Le contrat avec le lecteur. En ouvrant sur la voix d'un adulte rongé par le remords, Ketchum déplace le centre du livre. L'objet principal n'est pas l'atrocité, mais la question de « qu'ai-je fait ou pas fait ?» C'est un texte sur la responsabilité et sur l'éthique du témoin. Le personnage de Ruth n'est ni un boogeyman masqué, ni une créature surnaturelle. Elle parle, rigole, cuisine, fume, sermonne. Elle manipule. Elle sait offrir de la complicité, un territoire, des mots de connivence, comme avec des phrases « on est entre nous », etc. Elle rejoue à l'échelle d'un pavillon des mécanismes d'emprise sectaire. Elle distribue des rôles, légitime l'agression,
réinvente la loi domestique. Cette moralité glaçante renforce le rapport au réel. Le roman nous met à l'épreuve sur un point précis. Notre besoin de monstruosité spectaculaire pour reconnaître le mal. Ici, rien de spectaculaire et c'est justement là que c'est pire. Dans le fait divers, l'échec est collectif. Voisins, famille, autorité. La violence s'installe par continuité et indifférence. Ketchum garde ce squelette moral, mais réduit l'échelle pour que la fiction reste lisible. Un quartier, une bande, une maison. Il recentre sur un cadre unique, celui de David. Ce que la réalité dispersait en dizaines de témoins, afin de faire émerger une question que le dossier judiciaire ne peut résoudre. Comment vit-on après ça? La justice peut condamner, la mémoire, elle, ne ferme pas. Pourquoi est-ce que je conseille ce roman et pourquoi en parler? Parce que l'horreur littéraire sert aussi à nommer des angles morts. The Girl Next Door propose une typologie de lâcheté ordinaire. Des petits compromis, des silences utiles, des rires de groupe qui écrasent la singularité d'une victime. Ce roman ne fait pas fort, il désigne. Et quand on referme le livre, on ne retient pas une scène, mais une question. À quel moment aurais-je pu, dû, refuser? C'est là que la fiction, malgré son origine, dépasse les faits divers. Elle nous implique. Au niveau de la voix, David parle simple. Ce n'est pas de l'innocence, c'est un filtre. La syntaxe n'interpose pas de jugement. Le jugement arrive après, dans des retours plus sobres, comme des cicatrices de phrases. Ce décalage fabrique une tension morale du livre. L'enfant adhère par moments au groupe, par peur, par envie d'appartenir ou par curiosité, tandis que l'adulte qui raconte mesure. Cette double exposition évite deux écueils. La condamnation tonitruante, qui offre trop vite une position de pureté au lecteur, et la froideur clinique qui anesthésie. Ketchum trouve une zone médiane. Il constate et il regrette. La topographie tient en peu de mots. Un pavillon, un jardin, un sous-sol. Mais l'écriture, par intégration, charge ces lieux. Le sous-sol n'est pas un décor gothique, c'est un dispositif, un espace coupé de la rue, soumis à des règles privées où la lumière et le temps sont contrôlables. Le lecteur comprend vite que ce qui s'y joue dépasse l'idée de cachette. C'est une scène sociale où Ruth fabrique des spectateurs. L'isolement matériel devient un isolement moral. Ce qui se passe en bas ne regarde pas l'extérieur. Et c'est ainsi que l'extérieur cesse d'exister pour ceux qui y descendent. Ketchum ne s'attarde pas sur les objets, il s'attarde sur les fonctions, fermées, séparées, assignées, ordonnées. Ce choix rejoint une éthique. Il ne s'agit pas de fétichiser un lieu de sévice, mais d'en lire la structure. La même sobriété régit la description des corps. Le texte nomme ce qui change, fatigue, soif, immobilisation, paroles qui s'éteignent, plutôt que d'énumérer ce qui humilierait. Dans cette économie, chaque mot pèse. Un des nerfs du roman, c'est le langage. Ruth parle fort, souvent, et distribue des récits qui justifient les actes, avec des phrases comme « Elle l'a bien cherché »,« Il faut la punir »,« Elle n'est pas comme nous »,« Ici c'est ma maison, mes règles ». Dans la réalité, on connaît la puissance des rationalisations. Elles transforment des personnages en catégories, menteuses, provocatrices, mauvaises, etc. Puis les catégories en cibles. Ketchum reproduit ce glissement. Il montre comment le lexique prépare la main. La violence physique arrive comme l'application d'une règle inventée. Le groupe apprend à appeler ce qu'il fait par d'autres mots, et ces mots allègent leur conscience. La psychologie sociale a des noms pour ce que Ketchum met en scène sans jargon. Conformisme, on adopte le comportement majoritaire pour ne pas être exclu. L'obéissance, on exécute puisqu'une figure d'autorité l'attend. Diffusion de responsabilité, plus nous sommes nombreux, moins chacun se sent responsable. Le roman donne des visages à ces mécanismes. Le suiveur qui fait juste comme les autres, le railleur qui ne fait que parler, le silencieux qui n'a rien vu. David, lui, circule entre ces positions. C'est ce va-et-vient qui le rend crédible. Il n'est ni héros ni diable. Il est humain, donc contradictoire. Le parallèle avec l'affaire réelle tient ici. L'atrocité n'a pas été l'œuvre d'un monstre isolé, mais d'un processus social où l'inaction, la complaisance, la peur et l'adhésion ont formé un continuum. Ketchum condense mais ne trahit pas l'essentiel. Le mal, ça s'apprend. The Girl Next Door est réputé insoutenable. Il l'est, sans avoir de gros plans verbaux. Ketchum pratique une écriture d'arrêt. La phrase se brise avant le point de non-retour, puis reprend sur les conséquences. En termes de construction, il privilégie le son avec une porte qui claque, un pas qui s'éloigne, des rires qui tombent. La durée, combien de temps ça dure, combien de jours reviennent. La trace, altération, visible mais non humiliante.
Cette stratégie n'est pas un contournement, c'est un choix éthique qui laisse intacte la dignité de la victime tout en rendant la gravité impossible à nier. Et c'est exactement la même ligne que je défends ici dans ce podcast, nommer tout en respectant. Un des aspects les plus glaçants, dans la fiction comme dans le dossier réel, c'est l'usage du « jeu », J-E-U. On fait semblant, c'est pour rire, c'est une épreuve. Le jeu déresponsabilise. Je ne fais que jouer, tout en institutionnalisant la règle. Ketchum montre comment des gags order, donc des consignes pseudo-ludiques, deviennent des rituels. La frontière entre oser et forcer s'efface. La meute rit parce qu'elle est ensemble. L'individu se tait parce qu'il est seul. David entend ses rires, s'y agrège parfois, s'en sépare parfois. C'est sur ces oscillations que se fonde la question morale que le livre retourne contre son lecteur. Ketchum refuse de faire du personnage de Meg une pure fonction narrative. Il lui donne des gestes, des phrases, des résistances non héroïques. La dignité n'a pas à être spectaculaire ici. Elle existe autrement par ce qui lui est infligé. Le roman veille à préserver un espace de personne. Souvenir, désir de justice, réception du monde. C'est un point clé dans l'adaptation d'un fait divers. Ne pas réduire la victime à ce qui lui est arrivé, mais nommer qui elle est. La fiction ici répare à sa manière, pas en niant, mais en restituant. Sans aucun twist, sans enquête, The Girl Next Door tient parce qu'il fabrique une énergie négative, celle d'une culpabilité qui parle, qui mesure, qui refuse de s'absoudre. Le livre ne propose pas de rédemption cathartique. La dernière page n'annule rien, la mémoire reste. C'est la grande différence avec la structure du true crime qui aboutit souvent à un verdict. Coupable, peine, fin. Ici, la peine, c'est la conscience. À sa parution, The Girl Next Door a été reçu comme un choc. Les lecteurs d'horreur habitués aux monstres sécurisés, donc les vampires, les slashers, etc., se sont retrouvés face à un texte sans échappatoire surnaturel, qui questionne directement le témoin. Beaucoup l'ont posé, d'autres ne lui pardonnent pas de s'approcher d'un fait réel. D'autres encore considèrent que c'est l'un des rares romans à nommer le mal social sans décorum. 3 positions dominent. Le rejet, on ne doit pas écrire ça. La réserve, on peut écrire, mais pas à partir de faits réels. Les accords prudents, on peut si l'écriture est réglée par une éthique stricte. Ketchum appartient clairement à la 3e voie. Il prend à la réalité une structure, ici l'emprise domestique, le groupe, l'inaction, et retire à la fiction le droit au spectaculaire. Il ne réfléchit pas, il resserre. Rappeler le dossier historique, c'est important, mais l'adosser trop près du roman, c'est une trahison. Pourquoi ? Parce que la littérature travaille sur les effets, tout comme un événement demeure en nous. Tandis que le dossier travaille sur les faits. Qui, quand et quoi. En réduisant l'échelle, en choisissant un narrateur unique, en refusant les circuits médiatiques, Ketchum se donne une unité d'angle. La fabrique de complicité, c'est son objet. La réalité, elle, a un autre objet. Responsabilité, preuve et peine. La confondre reviendrait à exiger du roman une mission juridico-morale qui n'est pas la sienne. Le parallèle est donc structurant, pas mimétique. Une question que j'entends souvent, est-ce que ce livre exploite la souffrance d'une victime réelle ? La seule réponse honnête et prudente. La possibilité d'exploitation existe toujours quand on s'approche d'un crime réel. Ce qui fait bascule, ce sont la finalité. Le roman pointe la responsabilité collective, pas la fascination pour l'acte. La méthode, la suppression du spectaculaire avec une préférence pour les conséquences. La dignité, l'existence de la victime comme personne et non comme matière. À ces critères, The Girl Next Door passe la barre, tout en restant une lecture difficile. L'inconfort n'est pas la preuve de l'indécence. Il est parfois la condition de la lucidité. Ce que la fiction permet que le dossier n'offre pas. Le tribunal distribue des peines, le roman distribue des questions. La plus insistante ici est comment l'un devient-il complice ? La fiction montre les micro-adhésions. Rire à une blague, rester alors qu'on pourrait partir, regarder ailleurs, rationaliser. Elle met le lecteur dans la pièce, au sous-sol, dans l'escalier, sur le pas de la porte, et lui tend un miroir. Que ferais-tu ? Cette adresse n'existe pas dans le jugement. Elle est spécifiquement littéraire. Pour un auteur qui s'approche d'un matériau traumatique, le livre de Ketchum est un manuel de ce qu'on ne fera pas autant que ce qu'on devrait faire. Éviter l'érotisation de la souffrance. Ici, particulièrement crucial parce que la victime est mineure, donc c'est une ligne rouge absolue. Privilégier la conséquence de l'acte. On revient sur le temps, la soif, la fatigue, la peur, la culpabilité, pas sur l'inventaire des gestes. Donner une place à la personne, des souvenirs, des paroles, une volonté.
Régler la distance, ce que la phrase montre, ce qu'elle refuse, où elle coupe, où elle reprend. Assumer l'angle. Ici, pas d'enquête policière, pas de would you need, pas de twist. Seulement l'éthique du témoin. Ce n'est pas une recette, c'est une charte. Pourquoi est-ce que ce roman est l'un de mes préférés ? Parce que le mal social n'a pas besoin d'un château pour respirer. Il trouve de l'air dans les petites lâchetés. Le roman parle à toutes les époques où l'on ne veut pas d'histoire, où l'on ne se mêle pas de ça, où l'on n'a pas vu. Il rappelle que la responsabilité n'est pas seulement ne pas faire, c'est parfois dire non au bon moment. Ce message, sous la forme la plus dépouillée, justifie qu'on garde The Girl Next Door au programme des discussions sérieuses, en encadrant la lecture, en posant des trigger warnings clairs, en laissant la possibilité de ne pas le lire. Dernier parallèle avec l'histoire vraie, ce qui se rejoint, c'est la lenteur de l'installation, la pluralité des acteurs, la capitulation de certains adultes, la force des rationalisations, la responsabilité diffuse, la mémoire impossible. Ce qui s'arrête, le roman coupe l'archive, refuse la tentation du musée des horreurs, recentre sur une conscience et ferme avant l'indicible. Cette clôture n'est pas un déni, c'est une protection du personnage et du lecteur. The Girl Next Door est un roman que je ne recommande pas à la légère. Et peut-être que le verbe recommander n'est pas le bon. C'est un texte à disposer, avec des balises, un cadre et la nette conscience que certaines lectures ne conviennent pas à tout moment d'une vie. Mais littérairement, c'est un livre courageux. Il a l'audace de poser la seule question qui compte dans l'horreur, ne vient pas de l'au-delà, mais de chez nous. Ketchum n'offre pas de pardon, il offre un regard, net, sans effet, et un témoin qui parle enfin. C'est peut-être la seule forme de justice que la fiction puisse promettre, rendre intraduisible la tentation de se taire. Voilà pour cet épisode sur The Girl Next Door de Jack Ketchum. J'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu souhaites poursuivre le débat avec moi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram à 50 nuances d'horreur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.